introduire un peu tout, le webinaire. Voilà, nous, effectivement, Brix, on a un cabinet de recrutement. On est spécialisé dans tout ce qui est domaine du BTP, de la promotion immobilière. Voilà, il m'avait semblé pertinent, effectivement, de créer ce webinaire autour du big data et de l'immobilier. Voilà, parce que voilà, c'est un thème qui est important pour moi et l'immobilier, ça me passionne. Et vraiment, voilà, ces deux thèmes qui s'entremêlent, voilà, c'est un peu dans l'air du temps, essayer d'un peu comprendre tout ça. Donc, je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps. Et au fur et à mesure du temps, j'essaierai voilà, d'y participer et de lancer un peu, de relancer peut-être certains sujets. Donc, je t'en prie, Pierrick, tu peux te présenter aussi Prospecteur. Ouais, donc voilà, je dirige une startup qui lance un premier produit qui s'appelle le Prospecteur, qui est un outil de prospection, donc comme son nom l'indique, pour les agents immobiliers principalement et plus généralement tous les professionnels de l'immobilier, tous les métiers en faisant de l'immobilier. Et c'est un outil qui se base en tout et pour tout sur la donnée, sur l'analyse de données et l'interprétation de la donnée. Exactement. Donc, c'est pour ça, l'une des raisons aussi pour laquelle il y a chacun enfin, il y a Pierrick, il y a Nicolas également qui va se présenter et Arnaud. C'est parce que effectivement, chacun d'entre vous a son, entre guillemets, son domaine d'expertise là-dedans et va pouvoir, entre guillemets, donner matière à ce thème-là. Donc, Nicolas, je t'en prie, tu peux te présenter également. Ouais, donc Nicolas Lullery, moi je travaille pour Mastéos, je suis Head of Data chez Mastéos. Mastéos, donc on est une société qui on a été lancée il y a 3 ans à peu près. On accompagne aujourd'hui donc des investisseurs dans l'immobilier locatif. Donc on les accompagne pour trouver le bien, on les accompagne pour faire les travaux, on a des équipes travaux en interne pour meubler le bien et on les accompagne également lors de la location à la fin, la mise en location. Donc à ce titre, on utilise beaucoup de data pour essayer de trouver les meilleurs biens, de faire en sorte que voilà, l'investissement proposé à nos clients soit toujours un très bon investissement. Voilà. Bon, super. Ben voilà, effectivement, tu nous expliqueras la manière dont tu as mis en place les choses, l'utilisation de la data, pour quel effet et pour quelle fin. Et Arnaud, voici. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir convié. Donc, moi, je suis avocat spécialisé dans le numérique et notamment dans l'accompagnement de boîtes qui sont dans la tech. Forcément, la question de la data est une question centrale. Je pense que Pierrick et Nicolas, dans leurs activités respectives, ne démentiront pas. Et il y a nécessairement un aspect réglementaire qui est important, avec notamment, mais ça, tout le monde en parle depuis 2018, l'avènement du RGPD qui a quand même arrivé avec un cadre réglementaire à respecter. On ne peut pas tout faire quand on utilise la data. Donc, en gros, en résumé, même si effectivement, la data devient de plus en plus ouverte, il y a des croisements qui sont faits, il y a un vrai phénomène de big data qui est de plus en plus important et il y a un cadre réglementaire qui veut ça. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire. Et donc, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre le fait, comme Pierrick et Nicolas, d'optimiser leurs activités en utilisant la data, parce que faire des trucs incroyables, évidemment, en utilisant bien, mais en même temps, tout en préservant aussi les intérêts des utilisateurs, des clients, enfin, peu importe le statut qu'on leur donne derrière, et de trouver justement cet équilibre. Voilà, donc en tout cas, enchanté, merci beaucoup Olivia pour l'invitation. Exactement, ben c'est ça. En fait, Arnaud a pas mal résumé. C'est vraiment l'utilisation de la data, on va dire au sens large du terme, mais appliquée aussi à l'immobilier, à ce secteur-là. En fait, je me suis rendu compte en faisant quelques recherches qu'effectivement, depuis quelques années, on traduit souvent voilà, la data par cette masse de données assez impressionnante. Et en fait, ce phénomène-là voilà, se traduit par l'utilisation de données de manière assez massive. Et en fait, je me suis rendu compte par rapport à tout ça, que en fait, ça a explosé dans de nombreux secteurs, tels que le secteur de la finance, de l'industrie, mais également du secteur du recrutement. Et l'immobilier, ça s'est fait quand même assez récemment. Alors, moi, j'explique sur certains points, parce qu'effectivement, l'immobilier, c'est assez peut-être
on va dire, archaïque d'une certaine manière, mais également aussi parce que les visites des biens, les contacts physiques avec les professionnels restent quand même des incontournables dans l'immobilier. Il y a quand même ce relationnel-là. Il y a également la quantité de data qui peut être produite dans l'immobilier, mais qui reste limitée par rapport à d'autres activités. Et peut-être dans un troisième temps, la production de données est freinée aussi par une culture du partage qui fait aussi défaut par les agents immobiliers. Et peut-être qu'il y a une problématique qui est quand même à soulever, c'est l'utilisation tardive de la data dans ce secteur immobilier. Et surtout, en fait, c'était aussi important pour moi, c'est aussi de confronter Mastéos, qui a utilisé en fait la data dans son business, mais après, on va dire quelques années. Donc, il a été dans une volonté peut-être, et c'est Nicolas qui va pouvoir aussi nous répondre, de pouvoir en fait de récolter peut-être massivement des données pour pouvoir après en faire quelque chose. Mais également, tu as aussi Pierrick qui, lui, a utilisé finalement la data dans son business initial et de confronter un petit peu ces deux réalités-là. Et effectivement, Arnaud, je pense que pour le coup, tu vas pouvoir aussi nous amener matière à essayer de comprendre aussi l'utilisation de cette donnée-là et de pouvoir aussi, d'un point de vue légal, parmi toutes ces lois qui peuvent exister, et voilà, de contribuer à tout ça. Donc, je ne sais pas comment, à ce moment-là, on peut s'organiser. Peut-être, Nicolas, expliquer effectivement l'utilisation de la réception, entre guillemets, de toutes les données et à quel moment, à un moment donné, Mastéos a pris l'initiative dans cette réalité-là d'utilisation de données. Ouais, bah, clairement, il y a des limites en termes de choses qu'on peut faire humainement, en fait. C'est-à-dire que tant que notre activité était basse et on arrivait à se débrouiller et aller chercher l'information coup par coup, c'est vrai qu'à partir du moment où on a commencé à faire du volume et à avoir beaucoup plus de clients et avoir beaucoup plus de choix à faire en termes de où on allait chercher des biens et comment on allait les chercher, clairement, on a eu besoin de conforter un peu nos choix en s'appuyant sur la data. Aujourd'hui, on récupère de la data, de toute la data publique. Donc, on essaye vraiment de croiser l'ensemble de la data publique qui est disponible sur le marché. Et on achète aussi de la data auprès de fournisseurs. Donc, je ne sais pas si Pierrick, avec le prospecteur aujourd'hui, a aussi une activité où il va vendre de la data en statistique, mais clairement, on va vers ce type d'acteurs. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui nous permet d'acheter de la data et d'avoir tout type de data. Donc, on cherche de la data. Nous, on est un spécialiste du locatif. Donc, la data typiquement de vente, de prix au mètre carré et ce genre de choses est assez facile à trouver. La data sur la partie locative est beaucoup plus compliquée à trouver. Le montant des loyers, la pression locative, le temps moyen pour louer un bien, etc., etc. Tout ça, c'est de la donnée qui est beaucoup plus compliquée à avoir aujourd'hui. Mais il y a de plus en plus d'acteurs en fait, qui commencent à aller dans cette direction. Un autre type de données qu'on a recherché aussi assez souvent, c'est la partie prise de valeur. Et en fait, donc là, il y a quelques acteurs aussi qui sont positionnés sur cette partie-là, mais c'est quand même une partie qui est assez compliquée. Il faut être assez solide pour pouvoir justifier d'une statistique de prise de valeur. Si tout le monde était capable de prédire l'avenir en immobilier, on serait tous riches. Voilà. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais dis-toi je crois qu'il y a maintenant, il y a des entreprises qui sont en train des startups qui sont en train de former un petit peu sur ce thème-là. Oui, il y en a quelques-unes. Il y a des startups, on parle avec certaines, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore un petit peu les balbutiements de cette partie-là. D'accord. Et en l'occurrence, au niveau de la prise de valeur, qu'est-ce que tu sous-entends par prise de valeur ? Nous, on cherche des investissements en fait pour nos clients. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de s'enrichir avec l'immobilier. La première partie, c'est d'acheter un bien dont le rapport entre le loyer et le prix du bien est intéressant, qui permettra de rembourser le prêt, faire en sorte que le loyer rembourse le prêt. Donc ça, c'est une première partie.
La deuxième partie, c'est de faire en sorte d'acheter un bien en dessous du marché. D'accord. Pour pouvoir prendre de la valeur. Donc, à partir du moment, dès que vous achetez le bien, si vous l'achetez en dessous du marché, vous avez déjà fait une première plus-value. Et après, la troisième partie qui est souvent la plus intéressante, c'est la prise de valeur latente du bien. Et donc, aller sur des zones où on peut assurer ou rassurer nos clients sur lesquels on peut dire cette zone-là, on estime que dans les années à venir, elle devrait prendre en moyenne 3-4% de valeur. Clairement, c'est une information qui est hyper importante pour nous. Si on fait aller un de nos investisseurs sur un bien qui va acheter, je sais pas, on va faire les choses simples, 100 000 euros, si le bien perd 10% au bout de 3 ou 4 ans, l'investisseur ne sera pas forcément très content. Voilà. Ouais. C'est d'ailleurs là, Nicolas, on est d'accord, où vous allez croiser les données, utiliser un certain nombre de données qui vont permettre de déterminer que dans telle zone, il va y avoir des travaux de rénovation, une station de métro qui va ouvrir, qui va faire prendre de la valeur, etc. J'imagine. Ouais, il y a tout un ensemble de données. Il y a les nouveaux projets, les nouvelles lignes de tram, de métro dans les différentes villes. Il y a les dépôts de permis de construire dans une zone clairement où il va y avoir une nouvelle ZAC qui est construite par exemple avec de nouveaux immeubles. Ça va être plutôt positif généralement pour la prise de valeur de l'immobilier, mais plutôt négatif pour la pression locative. Donc ça dépend si c'est cumulé à d'autres choses. Donc c'est assez complexe globalement d'aller déterminer ça, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Mais voilà, on s'appuie sur quelques partenaires pour essayer d'avoir des chiffres. On essaye de produire nos propres chiffres en interne également sur des modèles mathématiques assez simples. Mais ouais, c'est compliqué. On me dit qu'il faut que je mette mon casque. Alors, vous voyez, je suis en train de le mettre en même temps que je vous parle. Pierrick, de ton côté, tu utilises aussi ce genre de data pour faire du prédictif ou pas du tout pour l'instant? Alors, écoute, pas du tout. Nous, on est vraiment sur la partie plutôt prospection. Alors oui, la partie prédictive, elle est vraiment sur plutôt la détermination de projets de vente à venir. Tu vois, plutôt cette partie-là. La partie dont tu parlais dans tes deux premiers points, c'est-à-dire numéro 1, le rapport locatif, et numéro 2, l'estimation immobilière de l'état actuel du bien. Ça, on l'effleure à peine, cette partie-là. On sort vite, si tu veux, des KPI par parcelle ou par bâtiment, mais bon, les calculs sont très très sommaires, parce que voilà, c'est juste pour avoir une ordre de grandeur, et en fait ça rentre dans certains de nos filtres, si tu veux, dans nos recherches. C'est vraiment juste pour voilà, balayer dans le gros, et ensuite voilà, raffiner la prospection, mais c'est vraiment pas du tout notre cœur de métier. Et en effet, comme tu disais, sur les 3 problèmes que tu as soulevés, qui sont super intéressants, les 2 premiers sont peut-être plus triviaux, et encore parce qu'ils portent donc sur la donnée, enfin du moins sur ils essaient d'estimer le présent, d'accord, on est bien d'accord, sur le rapport au locatif actuel ou la valeur d'un bien actuel et qu'on a en l'état, etc. Le troisième facteur, essaie de prédire le futur, là pour le coup, et donc là pour le coup, ça peut être très 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 complexe, et comme tu l'as dit, c'est souvent multifactoriel. Et là, c'est vraiment à se creuser la tête et à voir quels sont les éléments impactants, et quels sont les éléments à prendre en compte, à écarter. Et c'est là aussi la compétence métier entre en jeu, à savoir qu'est-ce qui potentiellement pourrait entrer en compte. Et je pense que c'est dans ces genres de modélisation où tu as vraiment toute la partie data science qui doit se combiner à la connaissance métier, à la connaissance du terrain, pour voir qu'est-ce qui a vraiment un impact sur la valeur d'un bien, et surtout le point qui a été soulevé par Olivia, qu'est-ce qui est actuellement disponible en termes de données. Je pense que un des gros retards, en fait, du fait que la donnée n'ait pas été utilisée en immobilier, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, elle n'était juste pas disponible, en fait. Ouais. La DVF publique, ça date de 2016 à peu près, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Ouais, Arnaud, peut-être que tu peux intervenir à ce sujet. Effectivement, c'est très bien vu, Nicolas.
En réalité, il y a eu deux grandes lois. Il y a eu effectivement 2016, la loi pour une république numérique qui a commencé à permettre la diffusion de data à un certain nombre de personnes bien déterminées, dont notamment les professionnels de l'immobilier. Enfin, c'est quand même 2016, quoi. Moi qui est avocat, j'allais vous dire, il y a une vraie similitude, je trouve, entre le marché de l'immobilier et le marché du droit. Parce que les décisions de justice, ça a été, et ça continue d'ailleurs à être une année mémorable sur le sujet. Donc, à mon avis, c'est pas un hasard. On pourrait y revenir peut-être sur la raison qui fait que l'immobilier est arrivé un peu plus tardivement. Comme les décisions de justice, il y a un côté très étatique dedans, dans l'immobilier. Il y a un rapport à l'État qui est très particulier, exactement comme pour les décisions de justice. Donc, je pense qu'il n'y a pas de surprise là-dessus. Et puis après, il y a la loi ESSOC en 2018 qui a ouvert, pour le coup, à non pas simplement qu'aux professionnels de l'immobilier, mais à toute personne potentiellement intéressée pour. Et c'est ce qui vous a permis, à l'un comme à l'autre, de pouvoir commencer à l'utiliser. Donc, ça s'est fait, vous avez raison, incroyablement tardivement. Et du coup, à mon avis, on est en retard considérable par rapport à d'autres pays européens. Je ne parle même pas des États-Unis, où ils ont accès à la data depuis bien longtemps maintenant. Et c'est vrai que peut-être compétitivement parlant, je ne sais pas, Nicolas, si votre société a vocation, mais j'imagine, à se développer, ce n'est pas déjà le cas à l'international ou autre, c'est certain que peut-être qu'en termes notamment de ce qu'on parle de la data, mais derrière, il faut savoir l'exploiter, il faut avoir des gens qui peuvent la traiter, il y a les algorithmes potentiels. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez des data scientists chez vous? Est-ce que vous avez des gens qui font du machine learning, etc. Bon, après, du coup, quand on se retrouve face à des concurrents qui font ça depuis une dizaine d'années déjà, c'est vrai que c'est dommage parce que ça nous met en position qui n'est pas forcément évidente au niveau international. Mais on va se rattraper, il n'y a pas de problème, je suis sûr. Mais dans mes souvenirs de ce qu'on avait discuté, Nicolas, c'est qu'effectivement, Mastéo s'est voué quand même à s'agrandir à une échelle internationale, européenne en tout cas. On attaque la Belgique là, et l'Espagne. Belgique, au final, il n'y a pas grand-chose en termes de données. Je pense qu'ils sont encore plus en retard que nous. Il y a un peu de données statistiques. On arrive à trouver des bribes d'informations, mais clairement sur des pays comme ça, il va falloir s'appuyer sur des partenaires, sur des crawlers en fait, qui vont aller récupérer l'information et aller qui récupèrent l'information de manière statistique. Il n'y a pas tellement d'autres choix puisque la data n'est pas complètement ouverte. Ça commence à s'ouvrir. Il y a des débuts de choses, voilà. Attention à la manière avec laquelle la data elle est récupérée justement parce que je pense. Je t'écoutais tout à l'heure, Nicolas, parler des bases de données à acheter. En fait, il y a souvent deux sujets sur le prisme légal qui peuvent se poser éventuellement. C'est que parfois, j'imagine que c'est pas le cas ici, j'espère en tout cas, mais parfois certaines boîtes ont tendance à acheter de la donnée, des bases de données qui n'ont pas forcément toujours été collectées de manière, on va dire, très, très légale, notamment sans obtenir le consentement des personnes principalement intéressées. Et du coup, de facto, ça peut aussi se répercuter en termes de responsabilité sur la société qui en fait l'acquisition. Et puis, il y a aussi un certain nombre de sociétés qui utilisent des techniques de scrapping notamment, qui, de la même manière, ne sont pas toujours particulièrement appréciées de la CNIL, ni dans le cadre particulier du RGPD. Donc, il faut toujours faire un peu attention, mais j'imagine, je suis sûr que vous êtes tout à fait. Mais en tout cas, de bien faire attention à la manière avec laquelle les choses peuvent se passer. Ça peut être problématique parfois si on ne fait pas attention. Tu me dis aussi si je me trompe, Arnaud, mais il y a aussi le fait de croiser, en fait, on a tellement de data publique maintenant, le fait de croiser certaines data qui séparément sont pas trop gênantes, mais si demain on croise par exemple la DVF, donc la DVF c'est la base de valeur financière des notaires avec la base des adresses par exemple, tout simplement, on est quand même en capacité de déterminer que monsieur un tel a acheté un bien à 1 million d'euros à tel endroit, par exemple. Tu as raison. Ouais. Tu as raison, mais c'est des choses où. Et c'est pour ça que l'anonymisation des data est fondamentale. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la data en tant que telle, le fait de pouvoir utiliser, c'est parfaitement normal que ce soit chez Mastéos ou chez toi, Pierrick, que vous utilisiez la data pour optimiser votre business. Il n'y a pas de sujet là-dessus. La problématique, c'est toujours ça. On en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire la limite, c'est quoi? C'est le respect des données personnelles qui vous appartiennent à vous en tant qu'être humain, et qu'à partir de là, à partir de l'instant où les données sont anonymisées, si vous faites des croisements, ça se passe très bien. Si les données ne sont pas anonymisées, à ce moment-là, dans le cadre du traitement que vous faites de la donnée, vous risquez, c'est exactement ce que tu dis Nicolas à très juste titre, vous risquez
du coup, concrètement, d'arriver à obtenir à pouvoir arriver à préciser des choses sur une personne bien définie qui peuvent poser difficulté. Donc, tout est question aussi d'avoir les outils pour anonymiser la data, c'est absolument fondamental. Bah, c'est ça en fait, je trouve que c'est cette limite-là. C'est à quel moment tu considères que, tu vas pouvoir l'utiliser, à bon escient et c'est vrai qu'il y a beaucoup, de secteurs d'activité, il y a l'immobilier là où il y a beaucoup de startups qui émanent de cette utilisation de données-là. Mais c'est vrai que c'est cette limite-là et d'un point de vue légal, à quel moment on considère que, il y a une possibilité d'utiliser cette data de manière assez massive et à quelle fin aussi? Alors, juste pour répondre à ça, et d'ailleurs, ça va faire référence à la fois à Pierrick et à Nicolas. Pour en revenir à ce que disait Nicolas tout à l'heure, donc je persiste là-dessus, c'est-à-dire qu'à partir de l'instant où la donnée est anonymisée, on peut faire énormément de croisements et on peut utiliser la donnée telle que Mastéos l'utilise sans particulière problématique. Et pour ce qui concerne Pierrick, un des sujets quand on fait de la prospection commerciale, c'est d'obtenir le consentement de la personne qu'on vise. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre dans la question du RGPD, c'est qu'il y a la manière avec laquelle la donnée est collectée. Il y a un principe qui est le principe de minimisation. C'est-à-dire qu'en gros, on dit quoi? On dit aux entreprises, vous pouvez collecter de la data, mais vous devez en collecter uniquement de la manière la plus minime qui soit, tout en étant utile par rapport à l'activité qui est la vôtre. Et on doit justifier des raisons pour lesquelles la donnée est collectée. Il y a un certain nombre de raisons. Les plus fréquentes, c'est l'intérêt légitime. Le problème, c'est que l'intérêt légitime, c'est une donnée extrêmement vague qui souvent n'est pas retenue comme étant quelque chose d'envisageable pour la CNIL. Ça arrive, mais c'est quelque chose d'assez rare. Et donc, souvent, on en revient au sacro-saint consentement. C'est-à-dire que si demain, on vous contacte, Olivia, on te contacte, Pierrick te contacte dans le cadre d'une campagne de prospection, normalement, il doit avoir obtenu le consentement préalable, ton consentement préalable, pour pouvoir t'envoyer effectivement un certain nombre d'éléments de prospection. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et évidemment, le fameux opt-out, c'est-à-dire que le système qui te permettra, le cas échéant, de pouvoir dire « je ne souhaite pas à l'avenir recevoir ». Et ce que je dis est valable pour toutes les sociétés commerciales. Je prends l'exemple de Pierre parce qu'il fait de la prospection, mais en réalité, c'est la même chose pour mon cabinet, c'est la même chose pour la société qui est la tienne, Olivia, etc. etc. Voilà. C'est le principe basique. Ouais, bien sûr. Mais je pense que l'une des raisons aussi pour laquelle ça a mis autant de temps peut-être, dans l'immobilier en tout cas, c'est vrai qu'on voit que ça fait à peu près depuis 2016 entre guillemets qu'il y a eu des retombées au niveau des lois pour essayer de bien limiter tous ces axes-là. Mais c'est vrai qu'effectivement l'immobilier, ça a mis quand même un peu plus de temps que les autres secteurs d'activité. Et je trouvais ça, on en discutait un petit peu avec Nicolas et c'est vrai que pour le coup Mastéos, vous avez considéré à un moment donné dans votre business model que, l'utilisation de la data, à un certain moment, vous avez récupéré un maximum de données, ce qui a fait que vous y avez trouvé l'utilité. Ouais, on utilise la donnée à plusieurs niveaux et clairement au niveau de notre déploiement, par exemple, on a un déploiement qui est nous, ce qui nous intéresse, c'est des biens à potentiel locatif. Donc aujourd'hui, aller acheter des biens ou aller envoyer des chasseurs, je ne sais pas, sur Neuilly, c'est peut-être pas forcément la meilleure zone dans lesquelles il y a un potentiel locatif pour nous. Alors, en fait, il y a effectivement les transactions qu'il peut y avoir dans une zone, mais il y a aussi les transactions donc, qui nous intéressent vraiment. En fait, nous, on a des algorithmes qui permettent de dire, dans cette zone-là, il y a eu 1000 transactions et sur les 1000 transactions, pour Mastéos, il n'y en a que 300 qui sont intéressantes. D'accord. Et donc, à partir de là, on détermine un peu des taux de profondeur de marché qui nous permettent de nous déployer de manière plus efficace. On a levé plusieurs fois de l'argent ces derniers temps, on est en forte croissance, on est passé d'une quarantaine de personnes à presque 300 aujourd'hui et on sera 600 dans pas très longtemps. On peut pas se permettre aujourd'hui, connaissant notre modèle, où on fait la plupart de nos travaux en interne, c'est nous qui faisons la gestion et tout ça, on peut pas se permettre aujourd'hui de se dire qu'on va aller dans une zone si on n'a pas suffisamment de ventes qui vont se faire dans cette zone-là. Aujourd'hui, du coup, la data nous est aussi nécessaire au niveau déploiement, nous permet de faire moins d'erreurs qu'on aurait pu faire juste en suivant notre intuition. Donc, on sait aujourd'hui que
on va aller se déployer sur Toulon. C'est une des prochaines villes qu'on va ouvrir, par exemple, parce que sur Toulon, il y a un marché suffisant pour nous qui va nous permettre de mettre des équipes travaux, de recruter des plombiers, de recruter des carreleurs, de recruter des gestionnaires, des conducteurs de travaux, de manière suffisante pour pouvoir avoir une activité suffisante pour pouvoir faire en sorte qu'ils aient suffisamment de travail. Voilà. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que tu utilises la data pour anticiper sur un marché. Et c'est ça qui est assez impressionnant. C'est-à-dire que, mais à quel moment, en fait, tu as décidé, et à quel moment Mastéos a décidé d'utiliser cette data-là que vous avez dû récupérer pendant quand même X temps? À quel moment vous vous êtes dit, en fait, on se pose, on se dit que finalement, c'est une bonne chose de pouvoir l'utiliser et d'un point de vue aussi peut-être légal aussi, Arnaud, peut-être que tu vas pouvoir aussi en dire un peu plus, c'est de se dire, voilà, j'ai récupéré autant de données, qu'est-ce que je peux en faire? Je la revends? Est-ce que je peux la revendre? Je ne sais pas, Arnaud, tu me diras. Mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, vous êtes passé à cette étape supérieure? Pour nous, clairement, l'accélération de la croissance avec les diverses levées de fonds ont fait qu'on s'est vite posé la question. C'est-à-dire que on était présent en France avec une vingtaine de chasseurs dans une dizaine de zones. L'objectif, c'était de faire 5 fois plus rapidement, donc passer de 20 à 100 chasseurs. La question a été de se dire où est-ce qu'on met ces 100 chasseurs? C'est-à-dire que on était présent à Marseille avec 4 chasseurs. Clairement, on savait qu'en mettant le double de chasseurs à Marseille, on ferait à peu près 2 fois plus de ventes. Mais est-ce que si on en met le quintuple, on va en faire 5 fois plus? Aucune idée. Et donc, c'est là où est arrivée la question de se dire il faut qu'on ait vraiment une vraie idée grâce à la data pour nous permettre de nous déployer le plus proprement possible. Demain, on va être entre 150 et 200 chasseurs. Dans quelle ville, avec quelle proportion et à quelle échelle? Sans l'aide de la data, aujourd'hui, c'est y aller un peu à tâtons. Et on n'est pas vraiment une société qui grossit à tâtons. On grossit très vite et on essaie de grossir le plus proprement possible. Et on essaie de faire le moins d'erreurs possible. On va forcément en faire. Mais au moins, la data nous permet de nous dire il y a des zones sur lesquelles aujourd'hui on n'a pas forcément intérêt à aller. Il n'y a pas forcément suffisamment de marché pour nous et d'autres sur lesquels clairement aujourd'hui il faut encore aller. Donc jusqu'à ce qu'on arrive à un palier un peu où on sera présent dans toute la France, on utilisera cette data pour driver un peu les villes qu'on ouvre. On a des villes qui sont des villes de catégorie A pour nous, de catégorie B, de catégorie C, etc. Et on organise un peu la structure de la société sur cette profondeur de marché, en fait. En fait, c'est la data qui a permis d'accélérer un petit peu tout ça, quoi. Ça a permis, entre guillemets, d'accélérer, entre guillemets, les choses dans votre business. Et, on utilise beaucoup la data externe pour driver et en interne, on a aussi beaucoup de data. C'est-à-dire que nous, on est un peu le Tinder de l'immobilier en interne. On a une base de 20 000 investisseurs chez nous qui veulent investir. Ils veulent investir sur les meilleurs biens. On a en ce moment 500-600 biens qui arrivent tous les mois dans le système. Et l'idée, c'est de pouvoir donner le meilleur bien aux meilleurs clients. De les faire matcher. C'est ça. C'est nous, on a des likes et des dislikes sur l'immobilier. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, Arnaud, de cette utilisation? C'est légal? Il n'y a rien d'illégal. Je confirme, Nicolas respecte la légalité. Mastéos respecte la légalité. Il n'y a pas de sujet, évidemment. Le fait de vendre les bases de données, encore une fois, c'est pas un problème du moment que ce que je disais tout à l'heure, du moment que les données ont été collectées de manière légitime, en respectant le RGPD, que notamment si tant est qu'il y ait des données spécifiquement personnelles qui aient été récoltées, je ne sais pas, parce que je pense que je ne suis pas certain que ce soit des données perso que vous récoltiez, mais ça peut arriver. Auquel cas, du moment que vous obtenez le consentement qui va bien, il n'y a aucune difficulté techniquement à les revendre in fine derrière. On a une petite expérience pour ça là-dessus. Je crois que ça devait être en janvier 2021. On nous a proposé en fait de nous vendre du lead, donc ce qu'on appelle du lead, donc du contact entrant lié à l'immobilier. Et on n'était vraiment pas convaincus, mais on s'est dit on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc on n'a rien acheté, on leur a juste demandé si on pouvait faire un test.
sur des premiers leads. Et clairement, c'était catastrophique. Donc, c'est des sociétés qui créent des faux sites ou pseudo-sites liés à l'immobilier pour récolter de la donnée et la revendre derrière, avec des clients qu'on a appelés les uns après les autres, qui étaient absolument pas au courant que leur donnée allait être vendue. Et voilà, on a fait un test, ça a duré une journée et demie, et on s'est dit plus jamais, quoi. Et, tu as tout résumé. Donc voilà, c'est clair et net. Donc encore une fois, là, on a un très bon exemple d'une mauvaise utilisation de la data, ou en tout cas d'une utilisation qui ne respecte pas la loi, qui ne respecte pas le RGPD. Et donc, in fine, si vous aviez racheté éventuellement ces bases de données-là, vous auriez pu vous mettre, vous aussi, en faute en les rachetant et en les utilisant. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant dans ces cas-là, quoi. Voilà. Ouais, ça a vraiment été notre première question, c'était d'où venait la provenance et quelle était la qualité de ce qu'on allait avoir de l'autre côté. Et clairement, ces sociétés-là en fait vendent plusieurs niveaux de qualification de bases de données. Donc il y a des bases de données qui sont totalement brutes, un petit peu qualifiées ou totalement qualifiées. Et en fait, on est parti sur la brute, juste en test, juste pour voir ce que c'était. Et clairement, ça nous a pas plu du tout, quoi. C'est vraiment des sites un peu templates copiés avec à grand renfort de publicité. Ils achètent eux-mêmes du lead à quelques euros et ils essayent de le revendre de l'autre côté à quelques dizaines d'euros. Voilà, c'est un peu des pirates. Pour moi, c'est vraiment pas des gens très fiables. Malheureusement, ça existe, hein, même dans la data, dans la réalité encore plus. Mais dans la data, effectivement, ça existe également. Et toi, Pierrick, effectivement, tu peux peut-être également aussi partager peut-être une de tes aventures dans l'utilisation de la data dans ton business. Ouais, bah, en fait, moi, initialement, la solution donc, que j'ai développée, le prospecteur, je l'avais faite initialement pour mon agence. Moi, j'avais une agence immobilière en fait auparavant. Et je détestais prospecter et j'étais en plus seul. On était deux à un moment donné, mais voilà, pas plus. Et je réfléchissais à une manière, on va dire, plus efficace d'avoir un impact, une force commerciale plus grande avec les peu de ressources qu'on avait. Et donc, c'est parti de là. Et puis ensuite, au fur et à mesure, moi, je suis ingénieur à la base, donc ce qui me plaisait plus, et je m'en suis vite rendu compte, c'était le développement plutôt que, on va dire, la gestion d'une agence immobilière et la partie commerciale. Donc naturellement, je me suis orienté là-dessus. Et puis, de fil en aiguille, on a grossi le projet et on a étendu la chose. Et, pour arriver à une solution aujourd'hui qui ma foi, je pense, fonctionne mieux du moins j'espère, fonctionne mieux que les solutions que tu avais décrites, Nicolas. Et ouais, en effet, c'est là, si on parle vraiment parce que tu as évoqué le sujet des leads, justement, et les fameuses reventes de leads, on va dire, c'est un business qui est en train d'émerger là dans le paysage immobilier en ce moment, parce que les agences immobilières sont en demande, les agents immobiliers œuvrent dans des marchés hyper concurrentiels, il y a énormément de nouveaux arrivants, les biens sont rares, donc les mandats sont rares et donc il est très difficile pour les agents immobiliers de se démarquer et d'approcher des clients, et donc ils sont à l'affût de n'importe quelle solution qui leur permet on va dire, ou du moins de prospecter. Et le problème avec beaucoup de ces solutions-là, c'est que, comme tu disais, alors, il y en a qui ne respectent pas le RGPD, donc ça, déjà ça. On les exclut et c'est déjà un premier truc. Après, il y en a qui respectent le RGPD, mais en fait, si tu veux, l'approche, c'est, ils vont, alors, soit ils créent des faux sites, donc ça, c'est bon. En plus, c'est pas la solution la plus optimale, donc c'est dommage. Mais où il y en a qui font, par exemple, tu sais, des bannières du genre estimez votre bien sur des sites stratégiquement choisis. Il y a des, on va dire des cibleurs, ce qu'on appelle des solutions qui vont cibler les pubs dépendamment des sites sur les profils utilisateurs que tu veux. Et en fait, ça marche pas super parce que les gens vont faire une estimation immobilière, mais ils sont pas vendeurs pour autant. Ils essaient de qualifier le lead à la fin du questionnaire en demandant est-ce que vous êtes vendeur, etc. Mais les questions sont un peu
écarté, on va dire, de la part des utilisateurs. Donc voilà, ces solutions, elles émergent. Écoute, elles ont le mérite d'exister. Il y en a qui peuvent fonctionner. Voilà, ça reste assez approximatif. Voilà, Ouais, effectivement. ouais. Donc voilà, mais écoute, il y a encore, nous on a une approche différente. Il y a une approche plutôt basée sur la donnée, sur la donnée prédictive. On va essayer de cibler les zones à prospecter, les biens à prospecter, les lieux où on a le plus de chances d'avoir une vente immobilière. Voilà, vraiment en fournissant une bonne valeur ajoutée aux agents immobiliers pour vraiment cibler leur prospection, tout en respectant voilà, le RGPD et Bien sûr. en évitant l'approche Dans la légalité possible. de faire des faux sites ou que sais-je. Effectivement. Mais en soi, c'est un peu un complément de ce que vous essayez de mettre aussi en place, Nicolas, avec Mastéos. C'est vraiment dans l'anticipation et dans de l'utilisation de cette data-là, de la data, mais dans l'anticipation un peu comme Pierrick. C'est que, lui, il va utiliser la data pour effectivement, améliorer toute la prospection et vous, c'est pour, faire «matcher» entre guillemets, Ouais, on l'utilise aussi sur la prospection, hein, clairement. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant dans la data, généralement, c'est la variation, en fait. Donc, nous, je prends un exemple. Quand on propose un investissement à un client sur lequel il y a des travaux, généralement, la mise en location va intervenir 6 mois après, à peu près. Et donc, vérifier que au niveau de la tension locative, c'est pas en train de se dégonfler, typiquement. Donc, que ça soit sur une tendance qui est plutôt stable ou plutôt à la hausse, c'est hyper important pour nous parce que si au bout des 6 mois, on arrive avec le bien, on essaye de le mettre sur le marché et là, on se rend compte qu'il n'y a plus de demande et qu'on n'arrive pas à le louer ou qu'on n'arrive pas à le louer au prix qu'on avait anticipé, voilà, il y a des zones sur lesquelles dernièrement, de plus en plus d'ailleurs, où les loyers ont un peu tendance à être soit contrôlés. Il y a des zones où il y a le contrôle des loyers maintenant, soit des zones qui sont carrément avec des loyers en baisse parce que il y a eu trop de locations ou trop de types de locations très précises. Typiquement sur du meublé, il y a des zones où le meublé aujourd'hui se loue moins cher que le nu, ce qui est assez étrange, mais ça existe. Et donc, c'est des zones sur lesquelles nous, on ne peut pas se permettre de dire à nos clients vous allez louer votre bien à 700 €. Et au final, quand ça arrive en gestion, que le marché soit plus qu'à 650 et qu'on ait beaucoup de mal à le louer à 650. Voilà. Donc ça, la data, toi, te permet, entre guillemets, de faire cette évaluation-là? Ouais, nous, on essaye de valider le plus possible en amont et de donner un maximum d'informations à nos investisseurs au moment où ils se positionnent sur un bien, en fait. Okay. Et donc, et encore en amont de ça, on oriente un peu nos chasseurs aussi pour leur dire, cette zone-là, donc aujourd'hui, on est assez précis, on est vraiment au quartier. Donc, dans ce quartier-là, de cette ville-là ou de cet arrondissement-là, aujourd'hui, on sent que ça se dégonfle un peu et il n'y a pas tellement d'intérêt à aller à cet endroit-là. Par contre, on voit aussi des variations ou les zones qui sont un peu en retard. Tu peux prendre par exemple, je sais pas, une ville dans laquelle tous les quartiers sont en train de monter, sauf un qui est un peu en dessous. Alors, ce que tu disais aussi au début, c'est que ça reste quand même un métier de terrain. C'est-à-dire que le quartier qui monte pas, peut-être qu'il monte pas pour une bonne raison. C'est un quartier qui, je sais pas, l'insécurité, un peu plus de risques, ou un quartier qui est en train qui a besoin d'être remanié. Mais s'il n'y a pas de critères, on va dire en dehors de la logique de chiffres, on sait que c'est un quartier qui va rattraper un petit peu les autres. On peut prendre Paris comme exemple. Le 18e, personne ne voulait investir dans le 18e il y a 5 ans. Ceux qui ont senti que le 18e était en train de monter, aujourd'hui, sont plutôt contents. Mais qu'est-ce que tu vas utiliser comme données spécifiques pour exprimer, en fait, comment tu vas utiliser ces données-là pour pouvoir après exprimer ça, entre guillemets, sur le papier? Alors, en fait, il y a beaucoup de données qui peuvent être utilisées. On utilise un peu des faisceaux. Donc, il y a la donnée brute de l'immobilier qui va être de savoir si le prix au mètre carré augmente ou pas, si les annonces de location mettent plus ou moins de temps à être louées, le montant du loyer en tant que tel. Mais il y a aussi des paramètres d'emploi, des paramètres de nombre de familles,
des paramètres de richesse aussi sur la zone, donc de pouvoir d'achat, des paramètres de commerce également. On sait quand il y a des commerces qui arrivent, ça fait venir aussi des gens. Il y a pas mal de paramètres comme ça, de faisceaux, qu'on essaye de, faisceau par faisceau, essayer de prendre en compte dans notre prédiction. D'accord. Et dans l'utilisation de cette data-là, après, tu as des algorithmes que tu crées, c'est ça, pour essayer Ouais, on a nos data scientists utilisent des algorithmes assez classiques en machine learning pour pouvoir obtenir ce qu'on. Alors généralement, on n'obtient pas, c'est pas de la science exacte, hein, ça va être des biais et des tendances, mais c'est au moins suffisant pour rassurer un peu nos clients à 6-12 mois, quoi. C'est un peu la crainte numéro 1 de nos clients, et tous nos clients sont en fait, le service qu'on propose, c'est un service d'accompagnement. Donc, n'importe qui peut décider tout seul d'aller investir dans une zone, de trouver un artisan, de faire rénover son bien, de l'organiser, de le meubler et de le louer tout seul. Sauf que la plupart de nos clients ont la capacité de le faire, mais ne le font pas. Ils ne le font pas pour diverses raisons. Et souvent, c'est un peu des craintes de... est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais dans la bonne zone? Est-ce que je vais trouver le bon artisan? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que finalement je vais réussir à trouver des locataires? Est-ce que ça va bien se passer avec mes locataires? Est-ce que je vais avoir des impayés? Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça sur lesquelles nous on les accompagne et on essaye de leur donner un maximum d'informations en amont pour pouvoir les rassurer. Voilà. Ok, c'est hyper intéressant effectivement d'avoir tous ces éléments-là. Et je sais que d'un point de vue intelligence artificielle, Arnaud, je sais qu'il a une vraie expertise là-dessus. Peut-être que Arnaud, tu pourrais amener une matière à réflexion par rapport à tout ça, d'un point de vue droit, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois évoluer les choses? Est-ce qu'il y a des choses, sur lesquelles, tu vois, peut-être, le droit, comment il peut intervenir dans cette logique-là? Et comment toi tu vois, la data, évoluer dans ce secteur-là? Dans le secteur de l'immobilier, Ouais, bien spécifiquement? sûr. Ouais. Ou de manière générale, parce qu'effectivement, je pense que l'immobilier, comme tu l'as dit et comme on l'a dit au début, c'est ça a pris un peu plus de temps, malheureusement. Alors peut-être parce que voilà, c'est un secteur, où les différents intervenants ont du mal peut-être à prendre conscience de tout ça. Les agents immobiliers ou les agences immobilières ont du mal à prendre le pas, parce que ça fait peut-être, des années que voilà, ça fait des décennies que ça existe, je ne sais quoi, mais en l'occurrence, toi, par rapport, de manière générale, comment tu vois un petit peu évoluer les choses par rapport à tout ça, quoi? Alors, je pense qu'on en est effectivement au balbutiement, parce que la réalité, c'est qu'on a des data scientists qui sont brillants en France. On a effectivement, alors tout à l'heure, Nicolas évoquait le machine learning. C'est une technique d'apprentissage automatisé qui fait qu'en réalité, au fur et à mesure, la machine va finir modulo les données qu'on va lui donner, donc à la fois en termes de quantité de données, en termes de qualité de données, va être en mesure effectivement d'effectuer un travail automatisé et autonome, enfin, plus ou moins autonome, pour arriver à obtenir une anticipation, on va dire une prédiction, je ne vais pas jusque-là, mais en tout cas une anticipation de ce que peut être l'avenir. Je pense que la puissance des données, l'importance des données collectées, la précision des données collectées va augmenter. Je pense que la puissance de calcul derrière, j'imagine, Nicolas, je ne peux pas imaginer ce que vous avez en termes de puissance de calcul derrière, mais il faut imaginer qu'il faut non seulement des compétences, mais il faut aussi beaucoup de puissance de calcul pour pouvoir faire tout ce travail d'anticipation. Donc, je pense que ça va effectivement continuer, qu'on va avoir des choses qui vont être de plus en plus précises, de plus en plus détaillées. Il y a évidemment un énorme sujet d'éthique de la donnée, parce que forcément, lorsqu'on est amené à collecter des données qui sont plus ou moins personnelles sur les gens, tout à l'heure Nicolas l'a évoqué, et que certains n'anonymisent pas, on est en capacité d'obtenir des données qui sont extrêmement précises sur les gens, ce qui peut être un petit peu inquiétant. Alors, le domaine de l'immobilier, je ne suis pas sûr que ce soit celui qui soit le plus impactant sur le sujet de la protection des données personnelles, même s'il y a des choses qu'on peut obtenir quand même sur les gens assez potentiellement en croisant les choses. Mais dans d'autres domaines,
je pense qu'il y a des questions qui peuvent se poser. Et puis, vu que c'est aussi un de mes grands dada et un de mes grands sujets de prédilection, moi, j'ai quand même des clients puisque Pierrick, tu es un ancien agent immobilier, j'ai quand même plusieurs de mes clients maintenant qui créent des agences immobilières sur la métaverse. C'est incroyable. Qui est la grande mode du moment, qui vendent des pixels et qui ne vendent plus des biens. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que sur ce Web 3.0, qui est un sujet énorme, il y avait d'ailleurs un grand salon qui se déroulait aujourd'hui et qui se déroulait sur quelques jours. Il y a un sujet énorme qui est celui de la data qu'on est amené à collecter et à utiliser, puisque grosso modo, sur la métaverse, en plus de savoir quelle propriété virtuelle vous allez acheter, on peut techniquement savoir ce que vous achetez par ailleurs, on peut savoir où est-ce que vous vous dirigez, on peut savoir quel est votre parcours d'achat, etc., etc. Ce qui est probablement un rêve pour celui qui prospecte, ça je ne dis pas le contraire, mais qui pose évidemment des questions de données personnelles qui sont vertigineuses. Donc voilà, donc en gros, s'il y avait un sujet, je ne suis pas le premier à en parler, mais c'est un sujet déterminant, c'est celui de l'éthique de la donnée, c'est-à-dire la manière avec laquelle, quelles données on va collecter, comment on va l'utiliser et trouver cet équilibre. Et j'en reviens à l'introduction tout à l'heure, entre le fait de permettre à Nicolas de développer son business et d'en faire une licorne française, j'espère très bientôt. Le fait que Pierrick puisse aussi développer son activité de prospection, parce que par définition, la data fait partie inhérente de son activité, de son développement, mais en même temps, de faire en sorte quand même de préserver les intérêts de chacun et l'utilisation de leurs données personnelles, parce que parfois, on va dire que ce n'est pas un sujet prioritaire pour certaines sociétés, notamment de grandes sociétés américaines, et que ça devrait être un point qui devrait être particulièrement bien protégé. Effectivement, c'est l'une des raisons aussi de ce webinaire-là, c'est d'y mettre une limite, et de savoir effectivement, l'utiliser à bon escient, et après de faire en sorte que des projets, tels que celui de Pierrick ou également, l'utilisation de la donnée dans le business de Mastéos, de faire en sorte qu'il y ait des startups qui émanent de cette utilisation-là, mais de manière assez structurée et pour des fins bien spécifiques. Donc voilà. Alors, je vous avouerai que le monde de la métaverse, moi, je pourrais pas vous en parler parce que j'y connais vraiment pas grand-chose. Bientôt. De toute façon, tout le monde. Hein. En fait, la réalité, c'est que je ne sais pas si Mastéos y réfléchit déjà à ces sujets-là. Alors, c'est vrai que quand on est dans la pierre, pas dans la pierre papier, mais dans la pierre réelle, moi, je préfère la pierre réelle aussi. Mais la réalité, c'est qu'à un moment ou à un autre, on va tous devoir s'y mettre, soit par choix, soit par obligation. Et que donc, il faut commencer à s'y intéresser. Il faut se poser des questions de savoir comment son business, on va pouvoir le convertir sur la métaverse. Donc, forcément, ces questions-là, elles vont venir très vite et elles vont être de plus en plus importantes. Vu qu'ils sont dans l'anticipation de biens immobiliers, peut-être qu'ils vont être dans l'anticipation d'un monde, entre guillemets, assez parallèle au nôtre. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Nico, là? Ouais, clairement. Pas mal de personnes s'y intéressent dès maintenant et sont en train de se positionner sur les meilleurs lieux et sur les meilleurs endroits. Clairement, il n'y a pas encore tellement je pense pas qu'il y ait pas encore de business de location, mais je me dis que ça va pas arriver dans très longtemps quand même. Ça commence déjà, Nicolas. Ouais. Sur Sandbox, par exemple, et ça a commencé déjà un petit peu, doucement mais sûrement. Ouais. Donc, on est au balbutiement, je le reconnais, mais c'est un écosystème qui va tellement vite que je pense qu'en tout cas, dans toutes les boîtes comme la tienne, qui ont vocation, comme je disais tout à l'heure, vous grossissez extrêmement vite, vous avez une trajectoire qui est exponentielle. Je pense qu'en tout cas, ça doit être un sujet, à mon avis, que certains de chez vous sur lesquels ils doivent déjà réfléchir, même si j'avoue que quand on fait de la pierre, a priori, peut-être qu'on n'a pas le réflexe facile de s'imaginer tout de suite son business sur la métaverse, mais je pense que l'offre un peu all-inclusive que vous offrez d'une certaine façon, elle pourrait être transposable éventuellement de manière différente, naturellement, sur le Web 3.0. Donc, il y a des choses intéressantes à faire pour raconter ça. Ouais, clairement. Je pense qu'on tient le prochain sujet du prochain webinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Et toi, Pierrick, qu'est-ce que tu en penses? Ce monde-là te parle? T'es familier? Ouais, bah écoute, j'étais très très emballé, on va dire, voilà, par toute on va dire le hype autour du métaverse et en particulier là, de Sandbox que tu avais évoqué, Arnaud. Euh, Après, si tu veux, je pars vraiment si tu veux, de la situation où j'étais vraiment très 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 emballé et que j'y croyais dur comme fer, etc. Je pense que ça va arriver et je pense qu'il y aura, on va dire, en effet, une monétisation de cette sorte-là. Elle y arrive déjà, mais je parle vraiment de monétisation massive et vraiment de comportement structurel au niveau de la société, pas juste, on va dire, un effet de hype qui dure quelques mois. Mais bizarrement, dans ces effets-là, si tu veux, ça se passe jamais en fait comme on le prévoit au début. C'est-à-dire que là, évidemment, c'est très facile de s'imaginer que voilà, demain, il y aura les parcelles à vendre comme elles se font actuellement, et donc il y aura une politique de monétisation via la location, des organisations d'événements, du ticketing, etc. Et puis l'imbrication avec les NFT, la facilité justement de monnayer ces transactions-là et de les suivre. Et donc, c'est vraiment l'apogée de la crypto qui se déroule sous nos yeux. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, ça va arriver, mais je pense beaucoup plus tard que ce qu'on veut le croire là maintenant. Et que, à mon avis, ça va être un peu comme, si tu veux, je vais faire une très très mauvaise analogie, hein, mais c'est un peu l'idée des imprimantes 3D. Tout le monde s'était dit, ah bah, c'est génial, on va tous avoir notre imprimante pour imprimer n'importe quoi, on n'aura plus besoin d'acheter quoi que ce soit, etc. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les imprimantes 3D ont explosé, mais vraiment dans le domaine manufacturier, on va dire. Voilà. Et en fait, ça se passe pas exactement comme on le prévoit au début. Je pense que ça va être massif. Je pense que ça va toucher énormément de professions, que ça va changer la donne sur beaucoup d'investissements. Mais peut-être pas exactement comme on l'imagine là actuellement. Et en fait, ce qui me fait un peu douter là du modèle actuel, c'est c'est-à-dire il y a un engouement de la part des investisseurs, etc. Ça, c'est top. De l'autre part, c'est-à-dire des consommateurs, la hype, enfin, il n'y a pas encore eu un engouement massif. Hein, il est génial. Ouais, bien sûr. Et Oui, ça n'a pas encore l'air de trop accrocher. L'interface entre les deux n'est pas encore là et elle va peut-être être là et on va voir ce que Meta va proposer. Mais je sais pas. À mon avis, ça va prendre un peu de temps pour que les deux se rencontrent et arrivent à quelque chose de structurel. Enfin, voilà. Moi, juste une observation par rapport à ce que tu dis, Pierrick. Moi, je pense que ça va arriver beaucoup plus vite que prévu, mais après, à voir. Après, Et pourquoi je pense? Parce que, déjà parce qu'effectivement, il y a une boîte qui a une capitalisation boursière qui est équivalente à plusieurs États agrégés les uns sur les autres, qui a perdu des centaines de milliers d'utilisateurs très rapidement et qui est obligé de se renouveler, sinon ils sentent que le vent va tourner. Et ça joue un rôle, en sachant qu'ils ont réussi à vendre un casque de réalité virtuelle à plusieurs dizaines de millions de personnes, ce qui est quand même assez balèze parce que c'est aussi une manière d'entrer dans le système. Ça, c'est une des raisons. La seconde, c'est que je pense que, et d'ailleurs, dans le salon NFT Day aujourd'hui, pas la pub pour eux, mais il y avait à peu près 75% des exposants, c'était des gamers. Et on a des boîtes de gaming où on le sait, il y a une restructuration massive qui se fait dans l'univers du gaming. Alors, c'est hors sujet avec l'immobilier, hein, désolé. Mais du coup, comme on en parlait, une restructuration massive qui se fait avec beaucoup des boîtes comme Microsoft, comme Amazon, ou comme Sony qui vient d'investir dans la métaverse d'Epic $1 milliard, ce qui est absolument considérable. Et ces acteurs-là, la puissance que le jeu vidéo peut représenter maintenant, hein, puisque c'est supérieur au cinéma hein, en termes de budget monde et de potentialité, me fait dire que, je ne parle même pas d'Amazon et compagnie, me fait dire que justement, je pense qu'on va y rentrer extrêmement rapidement. Alors après, de là où je suis d'accord avec toi, c'est que peut-être d'avoir des agences immobilières à tous les coins de rue, dans toutes les métaverses qui vont se créer, je ne sais pas. Maintenant, rappelons-nous quand même que Facebook a tout intérêt à ce qu'il y ait un maximum d'acteurs qui s'y trouvent, et a intérêt à monétiser tout ce qui s'y passe, pour 1000 raisons, au-delà des datas, j'en parle même pas. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire, en tout cas, je ne suis pas à horizon 15 ans, comme certains me le disent, mais on va dire que dans le pire des cas, entre guillemets, ou dans le meilleur, ça dépend de quel côté on se place,
je pense à horizon 2-3 ans, grand max, ça va être partout. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, ce que je dis à mes clients, d'anticiper. Même si c'est qu'au stade prospectif, mais à se dire, voilà, toi par exemple, Pierrick, je sais pas, tu bosses avec les agences immobilières, tu leur trouves des leads, tu les aides sur X ou Y sujet. Est-ce qu'il n'y a pas un moment à se dire, tiens, toi, agence immobilière, est-ce que potentiellement, tu n'as pas derrière des personnes, des acheteurs potentiels de biens immobiliers qui sont sur la métaverse, et donc est-ce que tu n'as pas intérêt à avoir une représentation virtuelle de ton agence sur la métaverse pour faire venir les gens, et derrière, ces acheteurs-là, éventuellement, qui payent, pourquoi pas en crypto d'ailleurs, hop, allez, paiement en crypto, le bien immobilier, qui est aussi un sujet. Dans ce cas-là, la boucle est bouclée, tu as trouvé tes nouveaux acheteurs et en plus, tu les trouves sur la métaverse. Tu vois. Voilà, mais comme tu dis, Olivia, c'est une autre conférence. Mais une belle entrée en matière, je trouve. Pourquoi pas? Il faudrait qu'on en parle. Et effectivement, je pense que c'est un sujet, pour le coup, sur lequel il va falloir que je me positionne un petit peu plus parce que je le maîtrise pas, malheureusement. C'est encore un peu flou et je pense que malheureusement, c'est un peu flou aussi pour beaucoup d'entre nous. C'est l'une des raisons pour laquelle je pense que beaucoup de personnes peuvent aussi avoir le même discours que Pierrick parce que effectivement, pour l'instant, c'est beaucoup trop, voilà, c'est beaucoup trop vague. Mais effectivement, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié notre échange. J'ai trouvé ça très intéressant. Et je vous remercie pour votre temps que vous m'avez accordé pour ce webinar. Mais au plaisir d'en refaire un autre sur ce beau thème qu'est la métaverse en tout cas. Plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Je vous souhaite une belle fin de journée.